Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau webinaire sur un thème très important qui nous est cher, un terme également d'actualité concernant les emballages alimentaires avec les nouvelles réglementations notamment, donc contraintes ou opportunités. Écoutez, on va essayer d'y répondre cet après-midi avec Aurélie Blu. Bonjour Aurélie. Bonjour Henri. Donc en fait, je suis acheteuse sur les emballages alimentaires, acheteuse chef de produit sur les emballages alimentaires pour le groupe Raja. Alors, ce fameux sujet. Oui, pour commencer, pardon, je suis Henri Serre, je suis le directeur commercial grand compte pour Raja. J'en profite d'ailleurs pour vous dire de ne pas hésiter à poser vos questions sur l'ensemble de cette présentation via le chat et nous y répondrons à la fin de la présentation. Vous avez également dans cette slide nos coordonnées mail et nos coordonnées LinkedIn, ce qui nous permettra ensuite de rester en contact pour la suite. Alors, le contexte, comment ça se passe aujourd'hui? Donc, pour vous présenter rapidement Raja, en quelques mots, pour ceux qui ne connaissent pas Raja. Donc, Raja, c'est une entreprise qui est leader européen de la distribution d'emballages, de fournitures et d'équipements pour les entreprises. La slide ne devrait pas tarder à arriver. Le chiffre d'affaires donc du groupe en 2020 est de 1,20 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Nous avons à peu près 200 000 produits en stock qui sont disponibles. Le mot important, évidemment, c'est la disponibilité, puisque c'est ce qui fait, c'est une des pierres angulaires vraiment de notre service, c'est d'avoir l'ensemble de notre gamme disponible sur stock, livrable n'importe où en France en 24-48 heures. On sert à peu près 1 million de clients en Europe, un peu plus de 100 000 en France. Et puis, le groupe est composé de 3 000 collaboratrices et 3 000 collaborateurs, à peu près 650, 700, 660 exactement en France, 25 sociétés dans le groupe, dans 18 pays en Europe, servis par 14 centres de distribution. Sur un stockage qui représente 330 000 mètres carrés. Je ne sais pas si vous avez visualisé cette slide, mais en tout cas, vous avez ces éléments pour Raja. Donc, ravi d'être avec vous cet après-midi. Alors, le sujet, l'emballage alimentaire et cette réglementation. Avant de parler réglementation, on sait bien qu'aujourd'hui, sur le marché, il y a une véritable vague verte chez nos clients. En 2020, une étude Nielsen a montré que 3 des 6 des Français concernaient l'environnement. La première, elle nous concerne directement, c'était d'acheter des produits avec moins d'emballage. Alors qu'on sait bien que l'emballage, une des premières fonctions de l'emballage, c'est évidemment de protéger tout ce que vous allez expédier. La seconde, c'est de limiter l'impact que nous avons sur l'environnement. Et la troisième, c'est d'acheter des produits plus durables. Donc ça, c'est une vague verte et une véritable prise de conscience chez les consommateurs aujourd'hui, puisqu'on sait que 63% des consommateurs sont vraiment favorables à l'utilisation d'emballages consignés. Donc ça, on verra dans le futur si ça se développe. 69% des Français déclarent qu'ils paieraient davantage pour un emballage qui a moins d'impact sur l'environnement. Alors attention, qui paierait davantage, on ne nous dit pas combien, mais en tout cas, ce qu'on peut comprendre là, c'est qu'il y a véritablement une source d'opportunité, une source de business, il y a une opportunité de business. Et puis 96%, donc autant dire 100%, enfin l'ensemble des adultes aujourd'hui, des Européens, pensent que les gouvernements, mais pas que les détaillants et que les marques, c'est-à-dire clairement nous, ensemble, vous, nous devrions faire plus pour l'environnement. Et ça, aujourd'hui, ça se répercute directement sur notre business. C'est un véritable enjeu qui se répercute sur l'entreprise. Les consommateurs, les utilisateurs, les clients, l'expérience client fait qu'aujourd'hui, 84% des Français veulent qu'on s'intéresse à cet enjeu. Et nous, c'est plus une option. Nous tous, marques, distributeurs, industriels, c'est plus une option. Il faut vraiment que ça fasse partie de notre écosystème. Alors évidemment, en plus de cet enjeu, de cette pression, j'allais dire, entre guillemets, externe des consommateurs, s'est ajouté un contexte réglementaire. Il y a maintenant aujourd'hui une pression et des directives, et c'est ce qu'on se propose avec Aurélie de vous présenter aujourd'hui. Alors en fait, on va voir le contexte réglementaire autour des emballages alimentaires, donc les dernières lois en vigueur, les objectifs, les changements à venir, ainsi que les différentes échéances. On va regarder en détail en fait les différents matériaux aptes au contact alimentaire, leurs particularités, les dernières évolutions en matière de recyclage pour vous permettre en fait à vous d'établir une offre éco-responsable. Donc la première de ces directives, c'est la directive SUP. Tout à fait. Donc c'est une directive européenne, donc SUP pour Single Use Plastic,
Elle prévoit notamment en fait, l'interdiction de couverts, assiettes, bâtonnets, bâtonnets mélangeurs au 3 juillet 2021 et elle limite la consommation de contenants alimentaires et de gobelets pour boissons. Les autres grands objectifs de cette loi sont également de fixer en fait, la collecte de bouteilles en plastique à 90% à l'horizon 2029 et toujours concernant les bouteilles en plastique qui doivent contenir au moins 25% de plastique recyclé à 2025 et 30% à 2030. Les bouchons devront être attachés aux bouteilles dès 2024, dès juillet 2024. Et également, à partir du 3 juillet 2021, il y a une obligation de marquage pour les gobelets et pour les lingettes qui doivent comporter le logo de tortue, donc le logo rouge et bleu que vous voyez en bas de l'écran. Donc, en fait, ils devront être imprimés directement sur le produit pour les gobelets et sur l'emballage pour les lingettes. Donc, chaque produit devra avoir ce logo-là. Tout à fait. Et donc, en fait, ce sont ces produits qui contiennent, parce qu'ils contiennent du plastique, c'est quand même important de le préciser, les gobelets en carton qui ont une induction en PLA ou en PE, parce qu'en fait, dans les deux cas, c'est considéré comme du plastique. Donc, en fait, le règlement prévoit quand même une certaine tolérance durant 1 an, mais en fait, les produits devront être tout de même marqués, même si c'est via le biais d'une étiquette. Parce que là, je vois 3 juillet 2021. 3 juillet 2021, c'est dans 10 jours. C'est ça. D'accord. Donc, il y a une tolérance en attendant de pouvoir apposer une étiquette sur les produits. Et pour écouler les stocks, j'imagine. Voilà. D'accord. La deuxième directive, c'est la loi AGEC. Tout à fait. Donc, la loi AGEC qui a pour but, en fait, de traduire déjà les principales dispositions de la feuille de route pour l'économie circulaire, qui était en mars 2018, qui prévoyait, en fait, qui avait défini 50 mesures visant les citoyens, les consommateurs, les collectivités locales et les entreprises. Elle transpose aussi en droit français les dispositions de la directive SUP, qu'on vient juste de voir. Et elle vient supplanter également l'article concernant les emballages à usage unique de la loi Egalim. Et donc, elle vise une liste de restrictions, d'interdictions un peu moins restrictives, toujours dans le but de la transposition de la loi SUP. Elle prévoit aussi la large diffusion en fait, de la signalétique Triman. Donc, pour rappel, en fait, la signalétique Triman, c'est le petit logo que vous voyez en fait en bas de l'écran. Donc, en fait, elle signifie donc la silhouette qui représente le geste citoyen, les 3 flèches pour symboliser le tri et donc le meilleur retraitement des déchets, et la flèche circulaire qui signifie le recyclage. Oui, parce que ça, on le verra, mais il faut vraiment utiliser ces logos. On va en voir d'autres, comme la boucle de Mobius après, mais c'est vraiment l'idée, c'est de communiquer auprès des consommateurs finaux pour bien montrer qu'on est bien dans cette démarche éco-responsable. Tout à fait. Et de même, en fait, les mentions biodégradables et compostables industrielles vont être réglementées puisqu'en fait, elles sous-tendent en fait qu'un produit compostable ou biodégradable puisse être jeté dans la nature sans conséquence derrière. Ça, on en parle un petit peu après parce qu'il y a une vraie nuance à faire au niveau du compostable, je crois. Tout à fait. Et donc, on verra également l'échéancier un petit peu plus tard. Mais donc, le but de cette loi, c'est de fixer à l'horizon 2040 les jalons en fait, de la fin du plastique à usage unique. Parce que ce n'est pas seulement le plastique qui est visé, mais nécessairement le plastique qui est visé, mais bien l'usage unique, en fait, qui est le symbole en fait, de l'obsolescence programmée. Oui, en fait, ce n'est pas une loi, ce n'est pas un décret contre le plastique. C'est ce qui est visé, c'est l'usage unique. C'est le plastique à usage unique. C'est ça. D'accord. C'est important cette nuance. La directive numéro 3, ce sont les 3 R. Donc, le décret 3R, en fait, qui est le texte, qui est un texte essentiel, en fait, de la loi AGEC, qui fixe, en fait, les objectifs de collectifs de recyclage, de réduction et de réemploi pour la période 2021-2025. Donc, il y a un objectif donc, de réduction de plastique à usage unique qui est fixé pour l'ensemble des metteurs sur le marché, donc à 20% à l'horizon à fin 2025. Donc, les attentes sont la suppression de certains emballages plastiques à usage unique, notamment ceux dits inutiles, la réduction du poids de plastique incorporé dans les emballages, la substitution des emballages en plastique à usage unique par d'autres matériaux et également la substitution par des emballages réemployables ou réutilisables. Et y compris le renforcement en fait, des dispositifs de vrac. Oui, parce qu'une des solutions, c'est vrai que déjà réduire, j'en parlais avec certains partenaires, clients, c'est de réduire déjà l'épaisseur du plastique, c'est déjà une première solution. C'est déjà une première solution. D'accord.
L'objectif en fait de recyclage prévu est de tendre vers 100% au 1er janvier 2025, et donc en favorisant l'intégration de matières recyclées dans les emballages en plastique, justement pour soutenir le développement des filières de recyclage. La directive numéro 4, qui est un projet, celle-ci. C'est ça, c'est un projet. Donc, c'est le projet de loi climat et résilience, qui est la traduction en fait, des propositions des citoyens de la Convention citoyenne pour le climat. Donc, ce texte a pour but de faire entrer l'écologie dans le quotidien des Français. Elle est actuellement en cours d'examen par le Sénat. Et donc, elle est à suivre de près, puisqu'en fait, elle pourrait apporter des changements sur les réglementations, peut-être de certains plastiques, de certains matériaux, de certains dispositifs, en fait, tels que le vrac ou la consigne. Donc, tout ça va encore évoluer. Tout ça va encore évoluer. Alors, bien sûr, hein, dans notre offre, j'en profite entre parenthèses, mais vraiment, cette évolution par nos équipes de spécialistes hein, au niveau de la centrale d'achat, les produits sont vraiment toujours à jour. Donc, à l'évolution de cette offre et de ces projets loi climat et résilience, évidemment, notre offre évoluera en conséquence. Tout à fait. Alors, évidemment, il y a ces 4 directives. Derrière, j'imagine qu'il y a un échéancier. Donc, il faut retenir quoi globalement de cet échéancier? Alors, les grandes dates, on va vous les présenter. Donc, c'est dès 2021. Il y a une interdiction de certains articles en plastique à usage unique. Donc, les pailles, les assiettes, y compris celles en fait comportant un filament plastique, les couverts, y compris ceux en amidon de maïs, les bâtonnets mélangeurs, les coques PSE pour burger ou kebab. Et pour rappel, en fait, les verres, les gobelets, les assiettes jetables sont également interdits et la notion d'emballage qui était autorisée jusqu'à présent disparaît. Un délai d'écoulement des stocks de 6 mois est prévu et donc l'échéance arrive puisqu'on est le 3 juillet 2021. Donc c'était à partir du 1er janvier, donc 6 mois, on y est presque. Toujours en 2021, c'est la fin de l'imposition des étiquettes directement sur les fruits et légumes. Donc en fait, celles-ci doivent être en matière biosourcée et compostable domestiquement. Alors ça, c'est aussi un problème parce que finalement, ce plastique, parce que le plastique, on essaie de l'enlever à usage unique, mais il avait énormément de fonctions. Il était très utile, notamment au niveau de l'alimentaire, au niveau des fruits et légumes. Il avait vraiment cette fonction d'allonger la durée d'utilisation du produit, sa conservation. Même pour les industriels, ça permettait aussi de mieux le présenter. Donc voilà, ça c'est terminé pour les fruits et légumes en 2022. Alors pour les fruits et légumes, voilà. Alors, ce qui est terminé en 2021, c'est les étiquettes. Et en 2022, effectivement, c'est les emballages, le conditionnement des fruits et légumes de moins de 1,5 kg dans des emballages en plastique. Alors, on verra un petit peu plus tard, mais en fait, il y a une tolérance, enfin, on est toujours en attente d'un décret, du moins, qui devrait, en fait, échelonner, notamment pour les fruits et légumes dits fragiles, et donc pour trouver des solutions qui évitent le gaspillage, en fait, de ces fruits et légumes. Donc, pour terminer sur 2021, on est également sur le déploiement du vrac et la généralisation des doggy bags pour les restaurants. Et le marquage qu'on a vu tout à l'heure. Et le marquage qu'on a vu tout à l'heure. En 2022, donc c'est l'interdiction de la distribution gratuite des bouteilles en plastique donc dans les lieux recevant du public ou dans les entreprises et le développement des fontaines à eau dans tous ces endroits. Et donc, la fontaine à eau doit être accessible à tous. Donc, les produits, les légumes, on en a parlé. Également, les gobelets, les couverts et les assiettes, dans le cadre du partage de repas, devront être réutilisés, réemployés et faire l'objet d'une collecte. En 2023, donc, pour les fast-foods, c'est la fin de l'interdiction, c'est l'interdiction de la vaisselle à usage unique. Et donc, les repas servis sur place devront être faits dans de la vaisselle réutilisable. Sur place. Sur place. Dès 2023. Dès 2023. Dans un an et demi. C'est ça. Très rapidement. 2025 ? 2025, c'est la fin de l'utilisation des contenants alimentaires en plastique dans la restauration collective, notamment en raison de perturbateurs endocriniens. Et donc 2025, on l'a vu aussi dans le décret 3R, c'est 100% des emballages mis sur le marché qui doivent être recyclables. Et l'objectif de la loi AGEC, donc c'est 2040, c'est la fin des plastiques à usage unique. Donc c'est un objectif qui transforme profondément en fait les habitudes de production, de consommation. Et le périmètre est extrêmement large, ça va toucher jusqu'aux tubes de dentifrice, les bidons de lessive, les pots de yaourt ou encore les bouteilles de shampoing, donc en fait qui ne feront plus à terme partie de notre quotidien.
Et donc, il y aura des mesures chiffrées tous les 5 ans pour mettre en place des objectifs de réduction, de réutilisation, de réemploi et de recyclage. D'ailleurs, il va y avoir des durcissements, des bonus, des malus, on va en parler. Ce qu'on a voulu proposer dans ces grandes dates, c'est d'avoir un échéancier assez précis des différentes étapes, finalement, vers ce zéro plastique à usage unique. Oui, donc j'en parlais de ce durcissement des systèmes de bonus et de malus avec Citeo, je crois. Tout à fait. Donc, Citeo, pour rappel, qui est l'organisme qui est réglementé par l'État, qui a pour but d'organiser, de piloter, de développer le recyclage des emballages ménagers mis en marché en France. Donc, en fait, ça concerne tous les émetteurs sur le marché. Et donc, il y a un système de bonus et de malus donc, pour faire évoluer la maturité des filières de recyclage. D'ailleurs, là-dessus, sur le recyclage, vous voyez sur la droite de la slide les différentes boucles de Mobius qui sont très connues. On le voit à 86%, les consommateurs reconnaissent ces logos. C'est donc là aussi très important. On voit le Triman dont tu as parlé précédemment, Aurélie. Et ces logos sont très importants. Donc, il faut communiquer évidemment sur ces logos-là. Pareil, toujours pareil pour l'expérience client, pour favoriser et en faire des opportunités de business. Alors, notamment concernant justement sur cette info-tri, en fait, l'information sur la consigne de tri. Donc, la loi va évoluer, le marquage devrait évoluer. C'est toujours en attente, en fait, de la parution des nouvelles directives. Mais effectivement, c'est un point important de la loi AGEC. Également, toujours dans les systèmes de bonus, c'est la réduction des poids de matériaux à isomatériaux, isofonctionnalité. Et des primes également pour l'intégration de matières recyclées. Donc, concernant les malus, on a des malus pour l'intégration des perturbateurs de tri, par exemple sur les barquettes rigides, l'intégration du noir de carbone donc, qui est non détectable par les lecteurs optiques. Pour le verre, en fait, sur des verres autres que ceux de calcique ou qui ont un système de fermeture non magnétique, et également sur le papier carton, avec des impressions qui contiennent des encres, des ajouts d'huile minérale dans les encres. Qui est concerné par tout ça? On voit dans cette slide que ça concerne tous les émetteurs sur le marché. Donc, tous les émetteurs sur le marché qui distribuent, qui vendent au consommateur final. D'accord. Alors, les filières de recyclage. Donc, les filières de recyclage, donc c'est important justement de faire attention aux abus de langage quand on parle d'un produit recyclable. Oui, ça c'est super important parce qu'on dit toujours, je parle business, pardon, mais je prends mon costume de directeur commercial, mais on dit voilà, ce produit est recyclable. En fait, il est recyclable que s'il est recyclé, c'est ça? Quelle est la nuance? Alors, effectivement, il est recyclable s'il est collecté, trié et effectivement recyclé. C'est-à-dire s'il a une filière de recyclage existante. Donc, on est clairement dans un abus de langage. Lorsqu'on vend un produit en disant qu'il est recyclable, c'est un des arguments de vente. Si réellement il n'y a pas de filière de recyclage qui le collecte, qui le trie et qui le recycle effectivement, il n'est pas recyclable. C'est ça. Ah, très intéressant. Et donc, il y a actuellement en fait l'extension des consignes de tri. Donc en fait, c'est la loi AGEC qui prévoit justement d'étendre et d'harmoniser les consignes de tri sur tout le territoire national. Donc à ce jour, on est à peu près à la moitié du territoire. 52%, j'ai lu récemment. On passe juste la moitié, mais on est loin des 100% encore. Et donc en fait, donc ça c'est à l'horizon 2022, on est censé couvrir l'intégralité du territoire français. Et donc le but, c'est de sensibiliser donc, aux gestes de tri, de récupérer tous les emballages et donc justement d'alimenter ces filières de recyclage. Oui, parce qu'au finalement, le plastique, s'il est collecté à 100%, s'il est trié correctement et s'il est recyclé à 100%, tout va bien. Tout va bien. Oui, donc c'est bien ça l'enjeu. D'accord. Mais néanmoins, il faut que l'emballage s'intègre en fait dans une filière de recyclage sans perturbation, sans éléments perturbateurs qu'on a vu tout à l'heure. Et donc, à ce jour, en fait, les filières de recyclage sont le PET, donc qui est la filière majoritairement issue des bouteilles d'eau. Donc, c'est la filière la plus aboutie aujourd'hui. Et donc, avec l'extension des consignes de tri, on va pouvoir y ajouter les barquettes. Le polyéthylène, donc haute densité, basse densité, donc sur les flacons, les emballages souples. Et le polypropylène sur les barquettes et les pots. La filière polystyrène, elle est en cours de développement. Donc, à ce jour, en fait, il y a plusieurs organisations professionnelles qui ont déposé en fait une charte d'engagement auprès du ministère, justement, pour pouvoir développer cette filière. Et donc, sous réserve de faisabilité technique, cette filière devrait voir le jour à l'horizon 2023. Polystyrène, c'est la 6, c'est PS, c'est ça? C'est ça. D'accord.
Donc, les filières du recyclage, on en a parlé. Les normes de compostage, donc c'est là où on parlait de cette nuance sur la slide qui va arriver juste après. Donc, on a vu que les produits recyclés, hein, c'était les briques alimentaires, les emballages carton, tous les emballages en métal, tous les papiers, tous les emballages en plastique, sous réserve de l'extension des consignes de tri, évidemment. Et puis, voilà, on voit ces deux logos de compost, et c'est là où il faut faire attention. Voilà, parce qu'en fait, il y a deux types de labels de compostage. Donc, le label OK Compost, en fait, qui est un label de compostage industriel. Donc, ces deux labels, en fait, sont soumis à des normes européennes. Mais néanmoins, le compostage industriel, il n'y a pas de filière de compostage en France. Et un label d'ailleurs, en fait, juste pour la loi AGEC, en fait, vise, tout à l'heure, on en a rapidement parlé, mais vise, en fait, à interdire, en fait, la notion de compostage pour les produits compostables industriellement. Puisqu'en fait, oui, si je le mets dans ma poubelle ou dans mon compost, de toute façon, il ne sera pas recyclé. Il ne se dégradera pas. Donc, ah oui. Voilà. Et donc, le label Home Compost, là, justement, qui vise, en fait, le compostage domestique, donc à la maison, et donc qui, là, permet aux produits de se dégrader dans des conditions courantes dans des composteurs domestiques. OK pour cette nuance. Donc, au niveau des matériaux d'emballage alimentaire, globalement, on parle de quoi? On parle de quel type? Il y en a plusieurs. Quels sont ces différents matériaux? Alors, il y en a plusieurs. Il y a les plastiques d'abord, donc les plastiques fossiles. Donc, on a cinq grandes variétés de résines et de polymères. Donc, le polyéthylène d'abord, donc avec le PEBD, PEHD, donc haute densité, basse densité. Le polypropylène, le polystyrène, le polychlorure de vinyle, donc c'est le PVC, et le PET, polyéthylène terephthalate. Donc, chacune de ces résines nécessite une filière de recyclage spécifique. Et on a vu tout à l'heure, en fait, précédemment, les filières qui étaient effectives aujourd'hui. Néanmoins, le seul matériau qui peut être recyclé mécaniquement et qui peut revenir au grade alimentaire, c'est-à-dire qui peut revenir au contact, en aptitude au contact alimentaire tel quel, c'est le PET. Donc, en raison de la maturité en fait de la filière des bouteilles plastiques. Oui, parce que s'il est recyclé pour l'alimentaire, il faut respecter les contraintes sanitaires. C'est ça, tout à fait. Ce qui n'est pas le cas en fait sur des matériaux comme le PP ou le polystyrène, puisqu'en fait aujourd'hui, ça ne permettrait pas en fait un retour sanitairement acceptable. Donc, il pourrait y avoir des éléments perturbateurs. Et donc, en fait, pour répondre à cet enjeu, il y a des filières de recyclage chimique qui se développent. Et donc, on voit de plus en plus apparaître des produits en RPP ou en RPS. Justement, ce sont des produits qui ont été recyclés chimiquement. Donc, c'est une dépolymérisation du plastique pour revenir au grade alimentaire, à l'aptitude au contact alimentaire. On a également les plastiques biosourcés, qui sont constitués donc de polymères d'origine renouvelable ou végétale, qui peuvent se dégrader biologiquement ou non, ou dans certaines conditions. C'est le cas, par exemple, du PLA. Et donc, concernant son élimination, en fait, il conviendra de vérifier, en fait, le type auquel il répond. Il y a d'autres matériaux, c'est le papier, le carton? C'est ça? Tout à fait. Donc, le papier carton, donc, issu de ressources renouvelables, donc, qui est esthétique, qui véhicule, qui en plus très dans l'air du temps, on va dire, qui véhicule une image éco-responsable. Oui, ça, c'est vraiment une alternative rapide et, j'allais dire, visuellement très éco-responsable. L'utilisation de ce papier carton, souvent c'est brun, donc c'est lié à la nature. Donc là, on a un impact direct, en fait, de l'éco-responsabilité. Voilà. Et en fait, en plus, il a l'avantage de pouvoir être personnalisé, d'être imprimé. Sur tout type de support, des sacs, des barquettes, des pots, des gobelets. Et dans certaines applications, pour lui apporter des propriétés barrières, d'étanchéité, de résistance au gras, il peut être enduit de polyéthylène ou de PLA. Et donc, dans ces deux cas, en fait, cette fine couche, elle est considérée comme du plastique, mais elle n'entrave pas le recyclage. Puisqu'en fait, aujourd'hui, pour qu'un produit puisse faire partie de la filière papier-carton, il doit être composé à minima 50% de papier-carton. Voilà. Donc derrière, on a la bagasse, ce qu'on appelle la pulpe de canne à sucre. Tout à fait. Donc, est un matériau en fait issu des résidus de production de la canne à sucre, qui sont ensuite compactés, moulés,
Donc, c'est issu de ressources renouvelables. Elle s'intègre aujourd'hui dans la filière de recyclage papier-carton. Et elle peut également avoir une induction en PLA ou en PE pour offrir des propriétés. Et là, on dit compostable. Donc, c'est compostable home compost. Alors, ça va dépendre des produits. D'accord. On aura tout petit peu. Pour les couverts, on a du bois de bouleau, de bambou. C'est ça. Donc, en fait, effectivement, on les retrouve, le bois de bouleau ou de bambou, on les retrouve beaucoup dans les couverts, puisqu'en fait, les produits en plastique ou en amidon de maïs ont été interdits. Et donc, c'est les matériaux qu'on retrouve le plus communément. Et donc, c'est aussi issu de matériaux, de ressources renouvelables. À ce jour, il n'y a pas de filière de recyclage, en fait, pour le bois. C'est quelque chose qui est à l'étude, mais pour l'instant, rien d'effectif. Très bien. Alors, évidemment, ces contraintes, ces réglementations, cette pression de l'écosystème, ça amène aussi, on peut le voir avec le verre à moitié plein, et c'est comme ça qu'il faut le voir, parce qu'il est souvent d'ailleurs plus qu'à moitié plein, ça va nous amener évidemment des opportunités. Des opportunités, de business, des opportunités de travailler l'expérience client, et c'est ce qu'on va voir maintenant. Évidemment, avec l'ensemble de ces produits et sur toute la gamme qu'Aurélie vient de nous présenter, on a cette possibilité de tirer profit des contraintes réglementaires. C'est-à-dire qu'on va pouvoir utiliser des produits novateurs, des produits très différenciants on va pouvoir imprimer ces produits. On peut également, pour certains, embosser ces produits, donc les mettre en relief plutôt que de les imprimer. Ça va vous permettre de communiquer sur votre marque, de créer l'événement, et vraiment de véhiculer une image éco-responsable et un engagement d'éco-responsabilité. Cette expérience client, on sait que c'est un enjeu fort en termes de business, et c'est pour ça que ces contraintes, finalement, ce sont des opportunités, parce qu'au final, on a vu notamment la livraison à domicile beaucoup se développer, dû notamment à la crise sanitaire l'année dernière et cette année. Et bien évidemment, le seul lien qu'il y a entre le consommateur final et nous, et vous, le producteur, l'émetteur, c'est l'emballage. Puisqu'au final, cet emballage, il va véhiculer votre image. Il va dire qui vous êtes, quelle attention vous avez portée à l'expérience client, quel type de produit vous avez utilisé. Donc vraiment, c'est toujours quelque chose qui m'est cher, mais l'expérience client, c'est vraiment la pierre angulaire de notre offre de business. C'est vraiment toucher le client là où il faut le toucher, en apportant une attention particulière. Soit en impression, on le verra après, on peut imprimer sur l'extérieur de ces produits, on peut embosser, on peut faire beaucoup de communication, soit en étant disruptif avec des produits différenciants, des produits novateurs. Pour ça, il y a des solutions, il y a des solutions très simples et des solutions qui sont disponibles clé en main dans l'ensemble de notre offre que tu as référencée, Aurélie. Il y a évidemment tous ces produits en stock. J'en ai parlé tout à l'heure, je ne vais pas refaire l'article sur Raja. Mais voilà, ces produits sont en stock chez nous, en France, partout en Europe, livrables n'importe où, en 24-48 heures. Donc, on va les voir rapidement. On va faire une petite synthèse de ces produits. Mais on va commencer par les gobelets pour boissons chaudes. On a toute une offre en fait de gobelets en carton qui soient neutres, imprimés ou qu'on puisse personnaliser. On a également des gobelets double paroi en fait pour éviter en fait de se brûler les doigts. Et on a également une offre de produits réutilisables en verre ou en porcelaine. Ensuite, nous avons les gobelets pour boissons froides. Donc là aussi, des gobelets en carton de couleur, blanc, en cône. Évidemment, ces produits sont utilisables dans les fontaines, dans les distributeurs. Et on va là aussi sur de l'impression, même sur des quantités assez faibles au final. On peut imprimer vraiment votre marque, votre image, votre identité. Et puis, on va là aussi jusqu'à la fin, c'est-à-dire vers le réutilisable, avec des produits en verre. Toujours dans le cadre en fait de la loi AGEC, on a en remplacement des produits en plastique, des couvercles pour gobelets en pulpe de canne à sucre, des pailles en carton, des bâtonnets en bois et des couverts en bambou, en bois et toujours dans la partie réutilisable, des couverts en inox. Donc ces couverts, on les utilise pour compléter la gamme avec des assiettes. Voilà, donc des assiettes en carton, moulées, en brun, en canne à sucre et également en porcelaine. Attention, bien sûr, sur ces assiettes, il n'y a pas de film plastique pour être en accord avec la loi AGEC. Toute une gamme snacking également. La livraison à domicile s'est énormément développée. Donc, on a nous aussi développé une gamme snacking importante dans notre offre. Donc, une gamme de barquettes en carton, de boîtes burger, de la pulpe de canne à sucre. On a une large gamme en fait qui vous permet justement de mettre en valeur vos produits
et de véhiculer en plus cette image éco-responsable. Mettre en valeur, c'est exactement ça. C'est vraiment cet outil va vraiment permettre de mettre en valeur en effet votre marque, votre produit, ce sur quoi vous avez mis une attention particulière à la préparation. Eh bien, voilà, on a une gamme qui va permettre de mettre en valeur ces produits. J'aime bien ce terme, c'est exactement ça. Il y a d'autres solutions pour être en conformité avec la loi AGEC, hein, on les a vues. Donc, il y a le remplacement des produits en plastique à usage unique. Il y a la généralisation du doggy bag. Aurélie en a parlé tout à l'heure dans les grandes dates. Donc, là aussi, une gamme complète de boîtes à emporter, de sacs, de sachets en craft, en papier. Évidemment, une gamme, et ça, c'est nouveau, de produits réutilisables. Et puis, des stacks craft, une boîte à pizza, j'en parle 2 minutes parce que je crois que tu as obtenu l'Oscar d'emballage avec cette boîte. Hein. Tout à fait. C'est une boîte en fait qui a un papier alimentaire à l'intérieur, donc justement, elle passe au four, elle passe au micro-ondes, et en plus avec une aptitude au contact alimentaire, voilà, un produit très nouveau, très différenciant, très qualitatif. Découvert, on en a parlé, on va pas revenir dessus, les boîtes burgers. Évidemment. Alors, important cette slide, évidemment, là on est sur la personnalisation. On en a parlé tout à l'heure. C'est important parce que l'ensemble de cette gamme, évidemment, elle est déjà innovante. Elle est complètement en conformité avec la loi AGEC. Et même pour l'avenir, hein, on est vraiment en avance là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais en plus, on peut vous proposer, selon les quantités définies, avec vous, du marquage, de la couleur, de l'impression en extérieur pour les serviettes, pour les boîtes, pour les gobelets, pour les papiers alimentaires. Donc, marqué, imprimé ou, on l'a dit, embossé. Voilà, on a essayé d'être le plus large possible en prenant vraiment les réglementations, hein, les quatre normes, rentrer dans le détail, surtout vous présenter un timing précis, ce qui permet vraiment de se projeter et d'anticiper et de pouvoir faire son choix et son business model bien en avance. On est évidemment, Aurélie et moi, à votre disposition pour continuer à échanger plus tard. Vous avez ici nos coordonnées. Et peut-être qu'il y a des questions. Avez-vous des questions? Je crois qu'on a enregistré plusieurs questions. Alors, première question. Je pensais interdite. Est-ce le cas? Alors, aujourd'hui, on l'a vu tout à l'heure, en fait, dans les réglementations, les barquettes, elles sont interdites à partir de 2025 pour la restauration collective. Et sinon, elles ne font plus partie du cadre de la loi AGEC. Donc, elles sont toujours autorisées à ce jour. Deuxième question, est-ce que choisir une alternative en plastique jetable est toujours plus cher? Alors, j'ai envie de vous répondre, le sujet, ce n'est pas d'être plus cher, c'est de valoriser, de mettre une valeur ajoutée. À partir du moment où l'emballage va amener vraiment une valeur, va amener quelque chose de supplémentaire à sa simple fonction de transporter un produit, j'allais vous dire non, il n'est pas plus cher. De plus en plus, sur certaines matières, on voit que ce n'est pas souvent plus cher, on est souvent identique ou légèrement plus cher, mais c'est surtout ce qu'il faut surtout regarder, c'est qu'est-ce que ça va amener en expérience client et en valeur. Alors, autre question, qu'est-ce qu'une assiette avec un film plastique? En fait, c'est les assiettes, ce qui est dans le cadre de la loi, en fait, c'est les assiettes en carton avec un film plastique par-dessus. Donc, un pelliculage en plastique. Donc, c'est ce type d'assiette, en fait, qui est visé par la loi AGEC. Pouvez-vous vous déplacer pour travailler un projet en cours? Oui, je n'en ai pas parlé. On a la chance, chez Raja, d'avoir une large... En fait, on a une force de vente qui sont des technico-commerciaux. Ils sont plus de 30. Ils sont sur le terrain. Ils couvrent toute la France. C'est leur métier. Alors, je vois la réponse, c'est facile. Là, c'est oui. C'est leur métier. Leur métier, c'est de venir vous voir, de vous écouter, d'essayer de comprendre vos contraintes et de vous apporter des solutions. Ce sont des spécialistes, hein, experts de l'emballage alimentaire. Nous avions ensuite tous les produits présentés sont-ils personnalisables? Quasiment tous, oui. Tous. Oui, à peu près. Donc oui, ça sans problème. Donc on l'a dit, soit embossé, hein, donc en relief, soit imprimé. Puis il y a toujours en fait après, si le produit en lui-même n'est pas personnalisable, il y a toujours le moyen d'apporter de la personnalisation, peut-être via une étiquette, via un autre. Ça peut être aussi un bandeau. Il y a plusieurs aussi solutions de personnalisation qui peuvent être étudiées. Les doggy bags sont-ils autorisés dans le cadre de la restauration collective publique ou seulement à titre commercial? Alors à ce jour, à ma connaissance, c'est surtout la restauration commerciale. Ok. Autre question. Peut-on conserver les caractéristiques sanitaires des emballages alimentaires lorsqu'ils sont recyclés?
Alors ça, oui, on l'a vu. Alors, Dans certains cas, oui. Dans certains cas, oui, c'est le cas du PET, en fait. Sur un recyclage mécanique, le produit est sanitairement, peut être remis à l'aptitude au contact alimentaire. Et en fait, en ce qui concerne d'autres matériaux comme le PP, le PS, il va falloir en fait passer par un recyclage chimique, donc un autre type de recyclage, pour avoir des produits en matériaux recyclés et retrouver l'aptitude. C'est vrai que c'est une question que je me suis souvent posée moi, au début. Les boîtes en pulpe de canne à sucre sont-elles imperméables aux aliments, aux sauces? Est-ce que ça ne se dégrade pas? Alors, il y a une tolérance, on va dire, il y a une aptitude en fait au contact humide. Effectivement, si on y met quelque chose de vraiment très liquide, de l'eau, et que ça reste un certain temps, ça a ses limites. Il y a des limites quand même. J'ai mangé une crème glacée avec des couverts en bois au McDo ce week-end, alors dans un fast-food ce week-end. C'était très désagréable. Quelle solution? C'est vrai que parfois, les premiers, je me souviens, les couverts en bois, ça pouvait avoir cette sensation. Je crois qu'il y a déjà la solution du bambou, qui est déjà une bonne solution, puisqu'on n'a pas du tout cette texture en bois, cette texture en bouche, pardon. Oui, il y a différentes solutions aujourd'hui, avec aussi des couverts cirés. Il y a d'autres choses. Qu'on a dans la gamme à venir. À venir, super. Qui est payeur des taxes bonus-malus? Ça, donc on l'a vu, du coup, c'est la personne qui émet le produit, c'est ça que tu disais? C'est ça. Il me reste du stock en couvert plastique. Jusqu'à quand je peux les utiliser? Bien, en fait, là, la loi l'autorise en fait jusqu'au 3 juillet 2021. Il y a beaucoup de questions, il y en a encore d'autres. Est-ce que les barquettes carton peuvent être recyclées une fois souillées? Oui. Alors, par contre, il faudra bien que les aliments en fait soient sortis de la barquette, mais ensuite la barquette peut être mise dans la filière papier carton. Bien, écoutez, on a essayé de répondre à pas mal de questions. Le temps nous est compté. Écoutez, merci beaucoup vraiment pour votre participation à ce webinaire. C'est un sujet vraiment important parce qu'on est en plein dedans. On a vu que les échéances, c'est tout de suite, c'est dans 10 jours, les premières échéances. Donc, on a vu que dans la gamme Raja, vous trouverez des solutions. On est à votre disposition sur le terrain, encore une fois, pour vous conseiller. Merci beaucoup, Aurélie, pour tout ce professionnalisme et tous ces détails sur ces réglementations. Et puis, à bientôt sur le terrain. À bientôt. Merci, Henri. Puis à bientôt.